Bienvenue dans la Matrescence, vous écoutez l'épisode 98 de la saison 4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Maria Val et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com patreon/Clémentine Sarlat. Nous sommes un peu plus de 8 millions en France à vivre avec un enfant mineur au moins à la maison. Selon l'INSEE, en 2020, une famille sur 4 est désormais monoparentale, contre 1 pour 8 en 1996. Le paysage familial évolue chaque année et tend à voir de plus en plus de séparations au sein du couple parental. Près de 2 millions d'enfants sont donc concernés par les familles recomposées. C'est une réalité pour de nombreux enfants avec un enjeu à la clé, le couple parental. S'il n'est plus un couple amoureux, il reste un couple parental tout au long de la vie. Alors comment rester parent après une rupture ? C'est là où Sabrina Dedinéchin intervient. Elle est médiatrice familiale et autrice de plusieurs ouvrages sur la séparation. Sabrina reçoit quotidiennement dans son cabinet des parents désireux de faire au mieux pour leur enfant, malgré leur désaccord et l'amour qui s'est éteint. Dans cet épisode, on évoque la manière de parler de la séparation aux enfants, ce qu'il faut faire ou non, comment s'organiser. Sabrina parle des parents qui se séparent très prématurément dans la vie de l'enfant, parfois pendant la grossesse, de la garde alternée, de la gestion de la famille recomposée, des fratries. On y évoque aussi les séparations qui se passent bien et pourquoi. Peut-on vraiment construire une relation de coparents saine ? Alors s'il n'existe pas de réponse toute faite, il existe des clés que vous pouvez découvrir dans cet épisode. Vous êtes peut-être directement touché par cet épisode, n'hésitez surtout pas à aller consulter un ou une professionnelle pour vous accompagner dans cette période difficile. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sabrina. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup de me recevoir et de m'offrir cette petite consultation qui va aider, j'espère, beaucoup de parents parce qu'on va parler d'un thème qui est assez sensible mais qui malheureusement devient de plus en plus commun. C'est comment finalement réussir à se séparer sans trop de dégâts. Il y en aura forcément, mais comment on prend les meilleures décisions. Alors ma première question, est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà ce que c'est d'être médiatrice familiale ? Parce que c'est un métier dont on n'entend pas souvent parler. Alors, le médiateur familial, il est avant tout médiateur. Il s'agit de passer un diplôme d'État sur 2 ans. C'est le seul diplôme d'État concernant la médiation familiale. Et donc, l'objectif, c'est d'aider
Donc en général, effectivement, ça a lieu lorsque les gens se séparent ou divorcent, mais ça touche en fait tous les conflits familiaux, les conflits intergénérationnels, les conflits de fratrie, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Mais dans le cadre qui nous occupe, l'objectif, c'est d'aider les parents à rester parents malgré la séparation. Donc de retrouver un certain respect l'un pour l'autre, pour que chacun puisse avoir sa place et qu'il n'y ait pas un parent supérieur et un parent inférieur. Et puis d'un point de vue beaucoup plus pratique, ça permet aussi de trouver un moyen pour se séparer de façon paisible, en réfléchissant à toutes les conséquences que ça peut avoir, tous les impacts que ça peut avoir sur soi, sur l'autre, sur son patrimoine, bien évidemment sur les enfants. Sachant encore, dernier petit point, que les accords de médiation familiale peuvent être homologués par le juge et que du coup, tout le travail qu'on fait en médiation peut avoir une réalité juridique dans le mode d'emploi de la famille. D'accord. Pourquoi est-ce que vous avez pris ce chemin? Vous êtes diplômé de Sciences Po. Qu'est-ce qui vous a incité à aller vers ce type de conciliation? Alors d'abord, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, 4 petits-enfants, presque 4 petits-enfants. Félicitations. Donc la problématique de la famille, je l'ai depuis toujours. Et puis il se trouve que j'ai aussi été prof à un moment donné, et prof principale en particulier. Et là, j'ai été confrontée au concret de ces familles qui sont séparées, divorcées, à qui il faut, en tant que professeur, organiser 2 rendez-vous parce qu'ils peuvent pas être dans la même pièce. On est confronté également à l'enfant qui pleure parce qu'il a oublié son cahier chez un des parents, il peut pas aller le chercher pendant 1 semaine. Donc toutes ces questions-là m'ont fait réfléchir à un autre métier, voir comment est-ce qu'on pouvait accompagner les parents. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce métier de médiateur familial. C'est hyper intéressant. C'est depuis votre expérience personnelle et professionnelle que vous vous êtes dit qu'il y avait un champ, il y avait quelque chose à faire. Parce que c'est depuis 2014, donc c'était très peu exploré auparavant. La médiation familiale, Oui. le diplôme d'État existe depuis 2005 de mémoire, sous l'égide de Ségolène Royal. Et c'est une pratique qui vient des États-Unis, avec l'idée effectivement de désengorger les tribunaux, les juges considérant que bien des fois, les gens sont là en train de se disputer alors que sur le fond, ils sont d'accord. Et quand on est parent, bien souvent, on est d'accord en réalité. Simplement, il faut pouvoir l'entendre et le dire. C'est hyper intéressant. Il y a une première question que j'imagine beaucoup de parents, avant de franchir le pas de la séparation, se posent. Je sais que vous y avez déjà répondu dans les médias, j'aime beaucoup votre réponse. C'est est-ce qu'il faut rester en couple pour ses enfants? Est-ce qu'il faut rester en couple pour ses enfants? C'est une bonne question. Alors, sauf s'il y a des cas de violence avérés, je dirais que je vais faire une réponse un peu de Normand. En réalité, quand il y a une séparation, un divorce, il faut bien se réaliser que les enfants, ils n'ont rien demandé et qu'ils vont devoir s'adapter et parfois même se suradapter à une nouvelle donne. Alors que nous, les grandes personnes, on est déjà dans un demain qui peut être plein d'espoir ou pas d'ailleurs. Et que il m'est arrivé dans mon cabinet de voir des personnes me dire « J'ai fait une énorme erreur parce que j'ai détruit ma famille. J'aurais mieux fait de rester. » Je pense que les enfants apprennent beaucoup lorsqu'ils voient leurs parents se disputer, comme quoi la dispute est vraiment importante dans un couple, quoi qu'on en dise. Donc, quand les enfants voient les parents se disputer et se réconcilier, ça leur montre qu'on est capable de surmonter un désaccord pour aller dans l'intérêt de la famille, parce que finalement, quand on crée une famille, on s'engage. Et en général, quand on se marie, c'est pas pour un CDD, mais plutôt pour un CDI. Donc il n'y a pas de bonne réponse au final. C'est vrai que c'est chaque schéma familial avec les enjeux que ça comporte. Oui, mais c'est une vraie réflexion. Il faut pas se précipiter, surtout pas se précipiter. C'est quelque chose qui est lourd de conséquences, non seulement pour la famille, non seulement pour les enfants, mais pour soi. Et on oublie. Très souvent, on se dit, bah voilà, je le quitte, je m'ennuie, ou tiens, j'ai trouvé un nouvel amour, ou tiens. Mais la vie est ainsi faite.
C'est-à-dire que quand on quitte quelqu'un en se disant je m'ennuie ou, je suis tombée amoureuse autrement, euh, finalement, qu'est-ce qui dit que dans 5 ans, 10 ans, ça va pas de nouveau se reproduire? Alors effectivement, quand il y a des enfants en jeu, c'est un tout autre débat. Déjà, comment est-ce que quand on a décidé, quand on a pris cette décision commune de se séparer, comment est-ce qu'on l'annonce aux enfants? Parce que c'est une étape majeure dans la suite. Qu'est-ce qui est important de savoir à ce moment précis? Alors bien sûr, ça va dépendre de l'âge des enfants, mais en tout cas, en règle absolue, les enfants n'ont pas à connaître les détails. Savoir que c'est papa qui a trompé maman ou maman qui a trompé papa, ça ne les regarde absolument pas. Eux, c'est indispensable, quel que soit leur âge, qu'ils restent dans leur posture d'enfant et qu'ils soient dans la mesure du possible pas pris dans le conflit parental. Il faut qu'ils puissent continuer à avoir comme souci la bonne note à l'école et savoir taper dans un ballon ou jouer à la poupée. Oui, donc il reste avec des préoccupations d'enfants. Mais est-ce qu'il y a un guide? Est-ce que j'imagine vous devez rencontrer des couples qui n'ont pas encore annoncé la séparation et qui viennent vous voir pour des conseils? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qui est primordial dans la manière de le dire? Alors là encore, c'est prendre le temps, y mettre les formes. Idéalement, c'est d'avoir toute la fratrie réunie avec papa et maman, avec les deux parents. Et que ensemble, alors évidemment, on a préparé ce qu'on allait dire avant, parce qu'il ne s'agit pas d'accuser l'autre parent devant les enfants, mais ensemble, expliquer que c'est plus possible de vivre ensemble, que c'est trop conflictuel, que nous avons pris la décision, papa et moi, de nous séparer. Et puis et dire aux enfants que l'amour que les parents leur portent ne change pas et que l'amour que eux, les enfants, portent à leurs parents ne change pas non plus. Même s'ils se rendent compte que finalement c'est, je sais pas, maman qui a claqué la porte ou papa qui a claqué la porte, l'amour pour le parent ne doit pas changer. Et un gros enjeu de la part des parents, ça va être de faire en sorte que la relation entre l'enfant et l'autre parent se passe le mieux possible. Comment on évite aussi que l'enfant prenne une responsabilité dans la séparation ou s'imagine que c'est de sa faute? Ben, c'est justement de leur dire, vous n'y êtes pour rien, vous n'y changerez rien, c'est une décision de grandes personnes qui est très triste, parce que c'est vrai, c'est triste. Pour les enfants, les parents ne vivront plus jamais avec eux sous le même toit. Donc c'est quelque chose de triste. Il va falloir les rassurer. Il va falloir aussi leur expliquer comment ça va se passer pour eux. Dire que les parents se mettent d'accord en amont sur le mode de garde, sur le domicile familial, etc., pour que les enfants comprennent que, ben voilà, ils ne déménageront peut-être pas, ils vont rester dans leur maison, ils vont garder leurs copains. Toutes ces choses-là qui peuvent continuer à les rassurer, parce que les enfants ont véritablement besoin d'être rassurés dans leur quotidien. Donc quand on prend la décision de se séparer et de l'annoncer, il faut qu'en amont, énormément de choses aient été réglées au final. Il faut que les choses aient été réglées, que les choses aient été discutées. Et puis l'autre point, c'est aussi de prendre le temps pour le dire aux enfants, de bien choisir son temps et le lieu où on le fait. Éviter, par exemple, le soir, assis sur le lit au moment où on dit bonne nuit. Donc ça veut dire peut-être effectivement le faire soit dans un endroit neutre, on est en train de se promener dans la forêt, je sais pas moi, ou dans le salon, en tout cas dans un endroit où on va pouvoir prendre le temps pour discuter ensuite avec les enfants s'ils en ont besoin. Parce qu'on ne sait pas quelle va être la réaction de l'enfant. Peut-être que l'enfant fera semblant de rien, peut-être qu'au contraire il va fondre en larmes, ou encore il va claquer la porte, ou alors il va moraliser. Et donc c'est important que les deux parents aient le temps de répondre aux enfants et leur disent aussi, on sera toujours là pour répondre à vos questions si vous avez des nouvelles questions qui arrivent plus tard, quoi. Que ça soit surtout pas un sujet tabou. Est-ce qu'on peut être encore une famille, même quand le couple parental n'existe plus? On est une famille. On est une famille. Ad vitam. Papa et maman seront toujours papa et maman. On n'y changera rien. Et votre enfant sera toujours votre enfant. Vous n'y changerez rien non plus. Donc ça, c'est vraiment un point important et il faut bien faire comprendre aux enfants que leur famille continue à exister, même si un parent habite à droite et l'autre à gauche, la famille continue à exister.
Si on se met du point de vue de l'enfant, ça s'apparente à quoi la séparation de deux parents? Ça a quelles conséquences sur leur vie? Et là encore, c'est difficile à répondre parce que je voudrais pas basculer dans quelque chose de pessimiste et négatif. Mais une chose est sûre, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est chamboulé, leur vie est chamboulée, leurs parents ne vivront plus jamais sous le même toit. Ils vont devoir faire le deuil de cela. Ils vont devoir faire, l'apprentissage de vivre peut-être dans 2 maisons, d'avoir 2 chambres, 2 lits. Quel que soit le mode de garde, c'est indispensable que les enfants se sentent à la maison chez leur père et chez leur mère. Donc c'est un point de vigilance que chaque parent ait de quoi accueillir l'enfant dans les meilleures conditions pour que l'enfant puisse se sentir chez lui et pas juste de passage avec une valise. Hem, mais quoi qu'il en soit, ce qui aide beaucoup les enfants, c'est de savoir que les parents continuent à se parler à leurs propos à eux. C'est ça qui est important. C'est qu'ils n'aient pas le sentiment d'être devenus la 5e roue du carrosse, surtout quand, on recompose la famille, qu'il y a des nouveaux enfants qui arrivent, que tout tourne autour du nouveau-né et parfois vous avez le grand ado du premier lit qui reste là, les bras ballants et dit: «Mais elle est où ma place, quoi?» Donc c'est vraiment important qu'ils aient le sentiment d'avoir du poids positif dans les yeux de leurs 2 parents. Vous parlez beaucoup dans vos livres, les médias, mais de la garde alternée pour qu'elle soit efficace. Il y a quelques éléments indispensables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça doit comporter? Alors, la résidence alternée, je dis pas non plus que c'est la panacée, ni la garde alternée, ni une garde classique. Elles ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients et c'est important que les parents, s'entendent d'après le tempérament de l'enfant. Alors quand on interroge les psys, ils vous disent que, au-delà de 3 ans, la garde alternée est possible, à condition d'être dans un même lieu géographique. Évidemment, s'il y en a un qui habite à Paris et l'autre qui habite, à Marseille, c'est compliqué. Et ce qu'on dit aussi, c'est que les parents, doivent avoir une bonne communication ou pas. Partant du principe qu'on n'a qu'à laisser l'enfant le lundi matin à l'école, l'autre parent vient le chercher le vendredi après-midi à la sortie et on n'a pas besoin de se croiser et de se parler. Sauf que pour que ces modes de garde, quels qu'ils soient, fonctionnent bien, je leur dis, il faut pouvoir s'adapter aux besoins de l'enfant, au tempérament de l'enfant. Et puis, il est indispensable que les parents se parlent pour échanger. Alors, le juge, il considère que l'autorité parentale est partagée à partir du moment où le père a reconnu l'enfant. Bon, mais c'est du concret. Ça veut dire que concrètement, on est supposé ensemble choisir les écoles, les activités, tout ce qui regarde la santé et le choix de pratiquer une religion ou non pour l'enfant. Et puis, il y a tout le quotidien. Et en fait, quand je parle de dialogue parental, je suis bien en train de parler du quotidien. Tiens, l'enfant a eu une bonne note, ou il a eu un chagrin, ou il a eu un souci avec un professeur. C'est indispensable que les 2 parents le sachent, soient informés par chaque parent et non pas par l'enfant, pour qu'effectivement ils puissent tous les 2 être en soutien de leur petit, tout simplement. Si on prend un exemple où l'enfant est plus grand, hein, comme vous me dites, après 3 ans, et donc qui va à l'école, il y a plein de choses qui se passent dans sa vie et qu'on est sur une semaine sur deux, pour que le parent qui ne l'a pas vu pendant une semaine puisse se reconnecter à l'enfant, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait eu auparavant entre les deux parents? Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est très difficile quand on récupère un enfant et qu'on l'a pas vu depuis un an, depuis une semaine. On le constate bien. On demande à l'enfant comment s'est passée ta semaine. Il n'a pas envie de répondre, ou peut-être qu'il n'est pas capable de répondre. Mais par contre, si on dit à l'enfant, dis donc, maman m'a dit que tu avais eu une magnifique note à ta dictée qu'on avait préparée ensemble, là, les yeux de l'enfant vont s'agrandir, il va être tout content et il va raconter. Il va raconter ses difficultés, ses succès, et du coup, ça casse la glace parce que parfois on est aussi intimidé face à notre enfant qu'on n'a pas vu depuis quelques jours. Et ça, c'est bien charge à l'autre parent
d'avoir donné cette info-là, parce qu'on ne peut pas le deviner tout seul. Dans votre pratique, à quel moment la plupart des parents ils viennent vous voir? Est-ce que vous arrivez à cerner un moment où c'est très varié? Alors c'est extrêmement varié. Il y a beaucoup de parents qui viennent me voir en amont pour bien préparer leur séparation ou pour réfléchir à la séparation, ce qui permet notamment de questionner la piste de la pause. Peu de parents y pensent. Ils se disent ah ben on s'entend plus, on se sépare, sans songer que parfois l'étape de la pause peut être utile. C'est-à-dire qu'on se sépare pendant un temps donné en mettant bien une date butoir. On fait comme si on était séparés et on fait le point à l'issue de cette date butoir pour savoir si on se remet sous le même toit, si oui, quelles sont les conditions. Et là, effectivement, la médiation ou un thérapeute de couple peuvent avoir tout leur sens. Et si on se sépare, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que ce qu'on a déjà mis en place pendant la pause est bien, pas bien? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on change? Voilà. En devenant parent, on se rend vite compte que le fameux adage faire un enfant, ça rapproche est quelque peu faussé. Est-ce que vous voyez beaucoup de parents dans la première année de leur enfant venir vous voir? Oui, malheureusement, j'en vois. Et j'en vois aussi d'enfants qui ne sont pas encore nés. Donc avec une mère enceinte ou un enfant qui vient de naître et le père l'a appris par la bande de copains. Il ne connaît pas son enfant. Donc oui. Et cela dit, je voulais juste, Clémentine, revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc les gens viennent avant, les gens viennent pendant la séparation pour maintenir le lien parental, pour compléter le travail qui est en train de se faire chez les avocats, puisque on est vraiment dans une recherche amiable de solutions. Et donc de plus en plus d'avocats envoient maintenant en médiation familiale. Et il m'arrive de voir aussi des parents des années après leur séparation parce qu'ils se rendent compte que leur enfant va mal, qu'il faut qu'ils se reparlent, notamment par exemple autour de la question de l'envoi de l'enfant chez un psy. Et donc là, ils ne se sont pas parlé depuis des années, ils ont refait leur vie et ils sont capables de surpasser toute cette détestation qu'ils ont les uns pour les autres pour leur enfant. Dans le cas, alors si on revient dans le cas des couples qui se séparent pendant une grossesse ou dans la première année de l'enfant, là les enjeux ils sont forts parce qu'on le sait, le lien d'attachement est très particulier et vous l'avez mentionné, hein, avant 3 ans, la garde alternée c'est complexe. Qu'est-ce que vous mettez en place avec le couple, enfin avec les parents plutôt? Alors, on parle beaucoup du tempérament de l'enfant, de son besoin d'être rassuré, de sécurité. On parle de figure d'attachement. Alors aujourd'hui, les pères sont très investis dans l'éducation de leurs enfants. Ils donnent le biberon, ils changent, etc. Donc ils s'intéressent beaucoup à leurs petits et ils ont envie d'être dans le quotidien de leurs petits. Donc quand l'enfant est tout petit et que, par exemple, il est encore nourri au sein maternel, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour que l'enfant puisse avoir accès en général, c'est son père puisqu'il vit avec sa mère, le plus souvent possible. Mais il faut vraiment que ça se fasse en entente avec la mère pour qu'elle puisse amener son enfant à être bien avec le père. Ça veut dire, quand il y a la passation de bras, vraiment remettre l'enfant physiquement dans les bras du père et non pas juste pousser la poussette. Ça veut dire préparer le sac dans lequel il y aura tout ce qu'il faut pour l'enfant, le lait, les biberons, les machins, etc. Pensez également à un objet transitionnel qui peut être très aidant, un doudou, une couchine que l'enfant garde avec lui et qui le garde en lien avec sa mère, mais d'une façon extrêmement positive. C'est bon pour l'enfant, ça sécurise l'enfant et ça lui permet d'arriver plus sereinement chez ce papa qu'il connaît peut-être moins si effectivement ils n'ont jamais vécu ensemble. Là, on a parlé dans des cas où les parents arrivent à discuter, ou en tout cas vous arrivez à ce que le dialogue se fasse.
Comment est-ce que vous gérez quand deux parents sont tellement dans la détestation et dans le conflit qu'il y a zéro communication? Par où vous commencez pour arriver à rétablir ne serait-ce qu'un contact? Je commence par le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire que je commence par l'enfant, les besoins de l'enfant. Ils sont tous les deux mus par leur amour, sinon pour leur amour pour l'enfant, bien sûr. Sinon, ils ne seraient pas dans mon cabinet, ils ne viendraient pas. Et donc, à partir du moment où ils ont accepté de venir me rencontrer, c'est qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui est possible à faire. Si vraiment ça ne marche pas du tout et que ils sont vraiment dans une détestation et qu'ils ne peuvent pas surmonter cela par rapport à enfin pour leurs enfants, malheureusement, ils n'ont pas d'autre choix que de saisir le juge et parfois de mettre en place ce qu'on appelle des espaces rencontres. Qui sont des espèces d'associations, enfin ce sont des associations pardon, qui accueillent le parent qui voit peu son enfant et l'enfant. Donc il y a des psys qui sont là, il y a des jeux, il y a plein de choses pour que ça soit le plus confortable possible, pour qu'effectivement le parent entre en contact et en relation avec le petit, hors la présence de l'autre parent. Ça arrive souvent, ce type de situation? Clémentine, c'est une bonne question parce que ça arrive souvent, oui, et en même temps, de façon assez paradoxale, les espaces rencontres ferment de plus en plus. Alors dans ce cas-là, il faut essayer de trouver une personne tierce. Et la personne tierce, ça peut être la grand-mère, ça peut être une tante, ça peut être une ex-bonne amie du couple, enfin voilà. Ah, donc il y a une augmentation de ce type de conflit et une baisse d'endroits neutres pour pouvoir gérer ces conflits. Alors oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que les conflits où les gens vraiment ne peuvent pas se parler sont finalement, c'est pas du tout la majorité. Quand les gens viennent en médiation, on considère que donc il y a des stats qui sont faites, qu'il y a 99% de reprise de dialogue. Et c'est normal, ils sont tous les deux dans la même pièce en présence du médiateur, donc voilà. Et, ce qui est important de savoir, c'est que ils sont formidables. D'abord parce qu'ils sont extrêmement courageux de demander du secours à une tierce personne. Et ensuite, parce qu'ils sont capables de faire des choses fantastiques alors qu'ils ne se parlent plus et qu'ils ne s'aiment plus, qu'ils se détestent pour leur enfant, dans l'intérêt de leur petit. Combien est-ce que vous faites de séances avec les couples? C'est très variable ou il y a quand Là, même un ça, c'est une dénominateur? question qui, qui est récurrente. Les gens qui m'appellent me demandent, mais on va se voir combien de fois? Alors, une chose est sûre, c'est que c'est pas fait pour être dans le long terme. Ce n'est pas une thérapie du tout. Euh, donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence par recevoir chacun individuellement dans un premier entretien qui va durer 1 heure et qui permet justement de faire le point sur la situation et de comprendre quel est le besoin de médiation. Et puis ensuite, je reçois les parents ensemble. Et là, ce sont des séances qui durent 2 heures. Et en général, on compte quoi? 3, 4 séances de 2 heures? Peut-être moins. Parce que l'objectif, une fois de plus, c'est qu'ils arrivent à se reparler. Une fois qu'ils se parlent, ils n'ont plus besoin de moi pour trouver des accords. Mais comme vous le disiez, ils peuvent revenir ponctuellement au fil du Alors, ils peuvent temps. le revenir ponctuellement. Il y a des parents qui viennent me revoir parce que l'enfant a grandi et qui veulent changer ce qu'ils avaient décidé quelques années auparavant. J'ai aussi des parents qui viennent me revoir une fois qu'ils ont testé un mode, par exemple un mode de garde, et ils reviennent me voir pour se mettre d'accord et que les choses puissent être mises par écrit. Et j'imagine aussi quand il y a une famille recomposée qui se crée, que là, ça implique d'autres enjeux. Ça, c'est d'autres enjeux. Il m'arrive de recevoir le nouveau conjoint, la nouvelle conjointe. Il m'arrive aussi de recevoir les enfants. Donc, en tout cas, ça reste extrêmement souple, ce processus de médiation, et il s'adapte vraiment à tous les besoins des familles.
Alors, vous avez écrit plein de livres sur le sujet depuis un petit moment. Vous avez reçu des prix d'ailleurs. Et il y en a un qui est très intéressant, je trouve, qui s'intitule Rester parent après la séparation. Et surtout, vous y parlez d'un concept dont on entend très peu parler qui s'appelle la coparentalisation positive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces termes et pourquoi vous les avez choisis? Alors, la coparentalité positive, coparentalité parce que on reste parent à vie, voire même grands-parents un jour, peut-être. Euh, et que donc, il va falloir gérer l'éducation de l'enfant ensemble. Et que finalement, la personne la plus adéquate pour nous aider, c'est l'autre parent, par définition. Euh, donc, on est parents ensemble. Et ce qui est important aussi, c'est la notion de parents au même niveau. Euh, Ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un parent 1 et un parent 2 inférieur, un parent sachant et un parent qui apprend. Non, on est tous les deux ensemble et on prend les décisions ensemble. Et quand il y a des questions autour de l'accompagnement de l'enfant, on en discute ensemble. C'est pas un parent qui prend une décision et qui l'impose à l'autre. Donc ça, c'est tout ce qui est notion de coparentalité. Et positive parce que ce qui entre en compte, c'est le respect de l'un pour l'autre en tant que parent. C'est accepter qu'il y ait un respect de l'altérité. L'autre n'est pas comme moi, l'autre est différent, mais l'autre est le parent. J'ai eu cet enfant avec cet autre-là. Il fait les choses différemment que moi, mais je dois pouvoir le respecter également. En ça, c'est quelque chose de positif, parce que c'est positif pour l'enfant. C'est-à-dire que les parents vont se reparler pour l'enfant et se mettre d'équerre pour lui. Euh, donc ça veut dire effectivement se parler avec respect, communiquer avec respect, trouver les bons moments pour se parler. Enfin, ça implique beaucoup de choses concrètes qui concernent effectivement la communication parentale proprement dite. Il y a malheureusement, j'imagine aussi quand même beaucoup de parents qui font passer des messages à travers les enfants sur l'autre parent. Comment on évite cet écueil? Qu'est-ce qu'on doit surtout pas dire à l'enfant pour pas lui faire porter quelconque culpabilité, puisque ce sont des histoires d'adultes? Alors l'enfant n'est pas le psy de ses parents. L'enfant, il va avoir tendance, s'il vous voit pleurer, à vous consoler, ce qui est normal. Mais ce n'est pas une épaule sur laquelle s'est penché. L'épaule sur laquelle s'est penché, c'est le psy ou une amie ou un ami. Mais en tout cas, c'est pas l'enfant. Et ça, si on fait ça, parce que parfois, il faut pas oublier une chose, c'est qu'on est dans un état de tristesse et de faiblesse exacerbée quand on fait face à un deuil amoureux. Il faut pas oublier que le deuil amoureux est aussi violent que le deuil d'un être cher, avec cumulé à ça parfois le sentiment de honte de s'être fait larguer entre guillemets. Donc on n'est pas dans un état très top, donc on pleure, on est triste et l'enfant peut venir consoler et prendre dans ses bras. Ce qui est important, c'est bien de garder l'enfant à sa place pour éviter ce qu'on pourrait appeler une parentalisation, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui va devenir le parent de son parent, qui va le consoler, qui va lui donner des bons conseils. Ah, tu sors maman, montre-moi, oui, tu es très jolie, rentre pas trop tard. Ou bien l'enfant qui va fouiller dans le portable de son parent à la recherche de photos. Il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça, ne pas laisser traîner son portable pour ne pas que l'enfant tombe sur des messages ou des photos qui ne le regardent pas. Éviter également tout ce qui est conflit, enfin tout ce qui pourrait déboucher sur un conflit de loyauté, lorsque par exemple on dit à l'enfant ah tu pars chez papa, eh ben amuse-toi bien, tu vas me manquer. C'est terrible de dire une chose comme ça parce que l'enfant du coup quand il est chez l'autre parent a des remords d'avoir laissé l'autre seul, qui va s'ennuyer. Et donc, parfois, vous avez des enfants qui ne vont pas oser s'amuser quand ils sont avec l'autre parent. En tout cas, il risque d'y avoir un temps d'adaptation avant que l'enfant ose se lâcher. Donc, il y a ça. Il y a aussi, effectivement, donc, ce que vous l'avez très bien dit, l'enfant messager. Lorsqu'on dit, bah, tu diras à ton père qu'une fois de plus, il m'a pas versé la pension. Euh, c'est pas à l'enfant de faire le messager. Faire des choses comme ça n'implique
dans le conflit parental, ça le pousse à prendre des jugements, à prendre des partis. Vilain papa qui ne donne pas suffisamment d'argent à maman, par exemple. Et donc, tous ces points-là, c'est important de faire extrêmement attention et d'être très vigilant à cela. Maintenant, on est des êtres humains, on fait aussi bien qu'on peut. Et parfois, il nous arrive de basculer là-dedans. Et si c'est le cas, pas de panique, c'est pas grave. C'est pas grave. Si déjà vous arrivez à vous en rendre compte, et ben vous éviterez de le faire la prochaine fois, tout simplement. C'est vrai que je rebondis sur ce que vous dites parce que je suis enfant de divorcé, mais mes parents ont divorcé, j'étais âgée, j'avais 21 ans. Mais cette posture de on se retrouve entre les deux parents et on gère le calendrier de l'un, le calendrier de l'autre, on essaie de se mettre au milieu pour ne pas froisser l'un ou l'autre. C'est vrai que même en étant adulte, c'est super compliqué. Donc j'imagine même pas pour des enfants qui prennent en charge ce type de relation, dans l'état émotionnel et de stress finalement que ça doit les mettre, parce que c'est ce qu'on appelle, c'est ça, le conflit de loyauté. C'est exactement ça. Et plus vous grandissez, je pense notamment aux problématiques pardon, aux problématiques des divorces avec des adolescents. Les adolescents, ils moralisent, ils jugent, ils prennent parti et ils s'impliquent. Et s'ils considèrent qu'un parent est le mauvais parent parce que c'est lui qui a fauté, en tout cas qui est parti, eh ben effectivement, ils vont par exemple décider qu'ils ne verront plus ce parent-là parce qu'il a maltraité le père ou la mère, dépendant de la personne qui est partie. Donc c'est important vraiment d'être très très vigilant et de bien expliquer aux enfants que ça ne les regarde pas, que c'est une dispute qui regarde, enfin un conflit qui regarde papa et maman, mais certainement pas eux, et de faire la différence entre le conjugal et le parental. C'est-à-dire qu'en tant que conjoint, on ne peut plus vivre sous le même toit et on ne s'entend plus et on se déteste. Mais en tant que parent, on reste parents ensemble et on est là pour l'enfant, quoi. Est-ce que À ça... préserver et à protéger l'enfant, pardon. Non, non, allez-y. Est-ce que ça vous arrive parfois d'accompagner des couples parentaux qui restent vivre sous le même toit? J'y pense parce que, par exemple, à Paris, la pression financière est tellement forte pour trouver deux logements que parfois on n'a pas le choix. Ça vous arrive ce type de situation? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut savoir? Oui, ça arrive. Et en général, c'est l'enfer. Parce que même si on décide de dormir dans 2 pièces différentes, quand c'est possible, il y en a un qui va sur le canapé du salon et l'autre qui reste dans la chambre, on se croise quand même devant la porte du frigidaire, dans la salle de bain, dans les couloirs. Et vous avez des parents, enfin vous avez des personnes, effectivement, ils se croisent, ils ne se disent pas bonjour. Et tout ça, c'est une ambiance terrible pour l'enfant qui vit au milieu de tout ça. Donc oui, ça a un coût, c'est sûr. L'autre côté négatif que j'y vois, c'est d'entretenir un flou. Si on est séparés, eh ben séparons-nous, déménageons. Parce que si on reste sous le même toit, ça entretient quand même une certaine confusion, et notamment au regard de l'enfant, et puis notamment aussi par rapport à ses propres sentiments, parce que les choses ne sont pas toujours complètement coupées, complètement décidées, et que du coup, eh ben, on va aller passer une nuit ensemble, et puis alors qu'on est en train de se séparer, mais quel sens est-ce que ça a? Ah, voilà, donc ce sont des choses qui sont complexes, et ça veut dire que du coup, il faut mettre en place, j'allais dire une règle de vivre ensemble. Et ça peut passer par dans le frigidaire, il y a telle étagère qui est pour toi, telle autre pour moi. Chacun fait son linge. Mais vous voyez, c'est compliqué parce que souvent quand on se sépare, on n'a pas non plus la même temporalité. Donc il y en a un qui est déjà parti, alors que l'autre est encore en train de se dire mais qu'est-ce que je peux faire pour rabibocher, etc. Quand on reste sous le même toit, eh ben on va vouloir essayer de faire plaisir. On va laver les chaussettes, on va acheter le fromage que l'autre aime bien. Donc je suis pas sûre que ce soit quelque chose d'extrêmement sain, loin de là.
Est-ce que également vous voyez dans votre cabinet beaucoup de couples qui se séparent en étant extrêmement d'accord, qu'il n'y a pas de conflit sous-jacent, mais juste une volonté d'être accompagné au mieux pour pas commettre d'impair, et donc j'imagine la médiation est un peu plus simple. Oui, alors ça arrive aussi de parents qui ont déjà tout écrit et qui arrivent en disant voilà, on a mis ça en place, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on pose quelques questions, mais en réalité, ils n'ont pas besoin de la médiation, eux. Euh, à la limite, ils peuvent envoyer ça chez le juge pour que ça soit homologué, quand ils sont pas mariés, ils ont la possibilité de saisir le juge sans passer par les avocats. Dans le cas où il y a une grande fratrie, avec des écarts d'âge, et vous avez mentionné, les adolescents n'ont pas le même rapport avec le couple parental qu'un enfant de 5-6 ans, et que dans un cas où les aînés imposent et veulent vivre avec un des parents, parce que je crois à partir d'un certain âge, on a le droit de décider, c'est ça euh, Alors, en théorie, non. Ah, d'accord. En théorie, on ne choisit pas jusqu'à ce qu'on soit majeur. Euh, et c'est pour ça que c'est important. Donc, évidemment, quand l'enfant est plus grand, on l'écoute. Mais un enfant a une voix consultative et certainement pas décisive, parce que sinon, vous lui faites porter un poids qui n'est pas de son ressort. Quelque part, c'est comme si on lui disait, tu préfères papa ou maman? Compliqué, quel que soit son âge. Donc, en théorie, non. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de parents qui posent cette question-là à l'enfant, mais là encore, c'est un point de vigilance. Attention que l'enfant ne soit pas en train de porter quelque chose de trop lourd pour lui. Euh, voilà. Donc, Donc, quand il y a une grande fratrie. Donc oui, donc quand il y a une grande fratrie, c'est extrêmement rare que deux aillent avec un et l'autre avec l'autre, ou enfin que ce soit une fratrie séparée, ou en tout cas le mieux c'est qu'ils restent ensemble, les frères et sœurs. Le mieux, c'est qu'ils restent ensemble. Maintenant, parfois, c'est pas toujours possible à cause de l'exiguïté des appartements, par exemple. Euh, Donc, vous avez parfois les petits qui sont en résidence alternée, les grands qui sont en garde classique. Donc, garde classique, je rappelle, c'est un week-end sur 2, la moitié des vacances. Résidence alternée, le plus souvent, c'est une semaine, une semaine. Donc, il y a des familles qui ont des rythmes différents, mais c'est vrai que c'est souhaitable que tout le monde ait le même rythme pour ne pas séparer la fratrie. Est-ce que vous recevez uniquement les parents, ou vous avez aussi un entretien avec les enfants à part, sans les parents? Alors, je peux l'avoir sur demande des parents. Et là, alors, il y a deux choses. On constate que souvent, quand les enfants vont chez le psy, il n'y a pas de retour aux parents. Ce qui fait que donc les parents ont envoyé l'enfant se faire soigner, mais en réalité, ils cherchent des outils pour aider l'enfant à aller mieux. Et donc, pour des causes de confidentialité, le psy ne leur dit rien. En médiation, c'est pas le même type de déontologie. On a une déontologie, mais qui n'est pas celle-là, parce qu'on est complètement dans la transparence, dans la mesure où, quand les parents le demandent, on reçoit l'enfant en disant à l'enfant, tes parents savent que cette séparation, ce divorce n'est pas facile pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à tes parents pour que ça soit plus simple, moins lourd, moins pénible? Et donc, il y a cet entretien avec l'enfant qui dure 1 heure. Moi, je me mets bien d'accord avec l'enfant pour savoir ce qu'il veut qu'il soit dit et pas dit. À la limite, on l'écrit sur le paperboard pour être d'accord. Et puis ensuite, il y a la restitution de la parole de l'enfant aux parents. Donc, quand je donne rendez-vous, quand j'accepte de voir l'enfant, c'est que j'ai obligatoirement un rendez-vous avec les parents derrière. Sinon, c'est pas juste. Parce que l'enfant, quand il vient vous raconter, c'est qu'il espère bien qu'il y a quelque chose qui change. Et donc, restitution de la parole de l'enfant aux parents, soit en présence de l'enfant, quand il est suffisamment grand et s'il le souhaite, soit juste les parents et moi. Et ensuite se pose la question, ok, qu'est-ce que vous faites, les parents, maintenant, de la parole de l'enfant? Qu'est-ce que vous en faites? Et je pense notamment à la question
un exemple de ce petit garçon âgé de 11 ans qui vivait chez sa mère, non, qui vivait, pardon, en résidence alternée, moitié-moitié, une semaine, et le père vivait un petit peu loin de l'école. Et cet enfant de 11 ans était un enfant qui était fatigué, et il me dit avec beaucoup de simplicité que il trouve que c'est fatigant, que le fait d'aller d'une maison à l'autre avec sa valise, etc., c'est quelque chose de fatigant. Et, et il me dit, moi, j'aimerais bien vivre avec ma maman. Alors après ça, se pose la question de savoir, mon Dieu, est-ce que c'est sa mère qui lui a mis l'idée dans la tête ou pas? Là, en l'occurrence, je ne le pense pas. Il était vraiment dans une sincérité et une transparence totale. Et quand j'ai reçu les parents, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous pensez que votre enfant m'a dit? Et le père m'a répondu, je pense qu'il pense que c'est fatigant de faire une semaine chacun. Ce qui montre que les parents sont très attentifs et ils le savent au fond d'eux, ce que l'enfant veut. Ils le savent très bien. Aujourd'hui se posent d'autres enjeux générationnels, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grands-parents divorcés. Est-ce que vous recevez des grands-parents avec les parents qui ont des enfants pour gérer, essayer d'avoir une famille et d'avoir des relations pour les petits-enfants? Ça fait partie de votre travail? Alors, c'est pas parce que les grands-parents divorcent, avec donc ça les regarde. Par contre, recevoir des grands-parents qui ne voient plus leurs petits-enfants parce qu'ils sont eux-mêmes brouillés avec leurs enfants, ça oui, beaucoup. Et ce sont des médiations en général extrêmement violentes, parce que de la part du parent qui ne veut pas que son enfant voit son parent, il ressort beaucoup de choses, beaucoup de choses de relations fusionnelles avec la mère ou avec le père, et quand on se marie, finalement, on se défusionne de ses parents pour être avec son conjoint, et il arrive de façon assez régulière que les grands-mères, parce que c'est en général les femmes, qui ne comprennent plus pourquoi ils ont perdu leur fille, et du coup, ça se passe très mal. Ouais, donc c'est marrant, c'est un nouveau type de médiation dans la hiérarchie de la famille et les Alors, je ne sais pas relations. si c'est un nouveau type de médiation, mais en tout cas, ça existe et il y en a beaucoup. Et peut-être qu'effectivement, le divorce des enfants n'arrange pas les choses, parce que imaginons que les enfants soient en garde classique chez la mère, par exemple, elle pourrait s'opposer pendant son temps de garde à elle, que les enfants aient des liens avec ses ex-beaux-parents, effectivement. Oui, donc là, le Donc, schéma des grands-parents rentre en jeu et eux voilà. ont quelque chose à dire s'ils ont envie, c'est ça? Même s'ils n'ont pas légalement, Ils ont leur j'imagine, les place. pouvoirs. Oui, Légalement, on ne peut pas couper ses enfants de leurs grands-parents. Ils ont le droit légal d'avoir accès à leurs petits-enfants. d'accord. Et dans une situation, alors je me pose la question pendant toute l'interview, comme la mienne, ce qui n'est pas le cas, mais où j'ai des parents divorcés et j'ai des enfants, et j'aimerais que mes parents, par exemple, aient une meilleure relation pour pouvoir avoir une relation plus sereine avec mes enfants. Est-ce que ça, vous le faites? Ben, si le cas se présentait, oui, sans aucun problème. Euh, Maintenant, ce qui est extrêmement délicat, c'est quand je vous parlais tout à l'heure de respect de l'altérité, dire la fille qui a un modèle d'un couple ensemble, c'est important qu'elle ne fasse pas pression sur ses parents pour que ils soient dans le même modèle qu'elle. Donc c'est comment faire. Ok, on veut envoyer ses enfants chez ses parents qui sont divorcés. Ça se passerait où? Parce qu'a priori, ils ne vivent plus sous le même toit. Est-ce que ça veut dire qu'on va leur imposer de louer une maison ou un appartement pour recevoir les enfants? Donc la ligne est fine pour ne pas qu'il y ait une pression sur les grands-parents pour qu'ils voient leurs petits-enfants, quoi.
Non, ou qu'au moins ils puissent être là aux anniversaires, au Noël, ensemble, Ah oui, pour les petits-enfants. oui, C'était plus ça ça, oui, oui. dans ce type-là, de Plus renouer simple. un dialogue qui avait peut-être été coupé des années auparavant, puisque le temps a passé, que les enfants sont adultes. Mais pour les petits-enfants, il y a un désir de reconnexion. Oui, 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 absolument. Mhm. Bon, j'ai une dernière question qui résume un peu tout, et vous l'avez beaucoup dit, mais en gros, comment est-ce qu'on construit une relation de coparents qui est saine? C'est quoi le plus important? Se parler. Trouver le bon mode de communication. Éviter les SMS, sauf pour dire qu'on va être en retard. Et dans la mesure du possible, vraiment passer par un dialogue. Et si c'est pas possible, essayer d'aller voir un médiateur. Ne pas perdre de vue qu'on veut le bien de ses enfants et ne pas se laisser polluer par une relation conjugale qui n'existe plus. Ça a été l'enfer avant, d'accord ? Maintenant, il faut vraiment créer un nouveau type de relation. Ce que je dis beaucoup aux personnes qui viennent me voir, c'est que ces relations-là, ils ont déjà réussi à les faire évoluer puisqu'ils sont passés d'une relation amicale à amoureuse, ma foi, puisqu'ils se sont mariés, ils ont fondé une famille. D'une relation amoureuse, ils sont passés à une relation toxique puisqu'ils se séparent. L'idée, c'est un 4e quart qui est de passer à une relation de coéquipier autour d'un formidable projet qui est l'éducation des enfants. Et chacun sait que dans une entreprise, si on ne se parle pas pour faire avancer un dossier, le dossier n'avance pas. Donc c'est un peu froid, ce que je dis, un peu basique, mais il y a de l'idée, quoi. On reste parents ensemble, et les enfants ont besoin de ce fameux socle parental. Ce que je dis aussi beaucoup, c'est un enfant, donc une communication idéale avec son enfant, c'est l'enfant qui vous dit « Maman, je voudrais prendre des cours de danse », que la réponse soit « Je vois ça avec ton père et je te le dis ». Ça, peut-être que ça résume la question que vous me posiez, c'est quoi la coparentalité ? C'est ça, en fait. Et pour terminer, j'avais trouvé ça hyper touchant ce que vous disiez des parents, parce que vous étiez très admirative. Vous disiez de leur capacité de résilience et de vouloir le bien finalement de leur enfant et de mettre de côté leurs propres conflits. C'est ce que je constate tous les jours dans mon cabinet et je suis sincèrement émerveillée par cette capacité des parents qui font à la fois preuve de courage, ce que je disais tout à l'heure, d'humilité, parce qu'il faut parfois se forcer à aller voir une tierce personne après s'être rendu compte qu'on n'y arrive pas tout seul. Et une fois qu'ils sont là, ils arrivent vraiment à se concentrer sur le problème et non pas à fustiger l'autre. Donc le problème, c'est vraiment la situation dans laquelle ils sont, et le problème, c'est évidemment pas l'autre. Et ça, ils y arrivent. Merci beaucoup Sabrina pour cet entretien et on a évidemment juste été sur la surface, donc je vous encourage à aller lire vos livres pour avoir encore plus de questions. Merci. Ou vous consultez, vous faites de la consultation à distance ? Je fais de la consultation à distance, oui, et mon cabinet se trouve à Paris, voilà, dans le 8e. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Clémentine. Au revoir. Merci pour votre intérêt. Au revoir. C'était Sabrina Dedinéchin, médiatrice familiale. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Ça y est, l'épisode Leur Secret Sauce est sorti. Pour l'écouter, rendez-vous sur le Patreon de la Matrescence. Leur Secret Sauce, c'est une histoire de couple qui raconte les hauts et les bas depuis qu'ils ont des enfants et les petits trucs qui font que ça marche pour eux. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.